j'étais en train de m'entraîner là sur quand tu m'as envoyé le message sur Instagram et je me suis dit mais j'écoutais la vidéo, la vidéo et je me suis dit non là c'est pas possible, il faut que je me pose et que je prenne des notes. Mais avant qu'on arrive à ta vidéo, je veux qu'on raconte comment on s'est rencontrés parce que J'avoue, c'est improbable. Alors déjà, attends, avant qu'on raconte ça, c'était la bienvenue à tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Un rendez-vous musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport et des sports de force. Comme toi, Clémentine, sport de force ou pas? Ouais, non, moi le yoga ça me suffit. Je veux pas trop à la salle. Ok, c'est pas grave, le podcast s'adresse à toi aussi. Pardon, je mets mes chaussures. Je vais préparer mes chaussures pour me mettre sur ton canapé, excuse-moi. On vous donne quand même des conseils pratiques à appliquer à votre style de vie. Et abonnez-vous sur la nouvelle chaîne YouTube. Maintenant que ça c'est fait, est-ce que je raconte ou tu veux que je raconte? Vas-y, je t'en prie. D'accord. C'est ton intro. Putain, j'en perds mes écouteurs. Donc, comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés sur le tournage de la vidéo pour le joueur du grenier qu'on a faite c'était il y a combien de temps? Il y a 2-3 mois, ouais. 2-3 mois. Et ton rôle dans la vidéo, c'était, comment on peut qualifier ça? Le rôle d'une policière super sexy qui était la méchante fouet. avec un fouet. Donc le rôle de la femme hyper sexy, quoi. Quand t'étais à la costume, quand t'es revenu, tout le monde s'est retourné, genre waouh! Et après, tu m'envoies un message et tu me dis oui, moi j'ai eu des troubles du comportement alimentaire et je suis descendu jusqu'à 39 kilos. Et là, j'ai fait, mais c'est pas la même fille, c'est pas possible. Donc, comment t'en es passé d'avoir des problèmes d'anorexie à je me mets en tenue super sexy et j'assume mon corps et je tourne dans une vidéo du joueur du grenier qui va être vue par 100 000 personnes, quoi. Ouais, 100 000, t'es gentil. Hein, ouais. Plusieurs centaines de milliers, ouais. J'en suis arrivée là en faisant un processus de guérison, tout simplement. Ça fait peut-être 2 ans que je suis totalement guérie. Et mon processus de guérison a pris 2 ans aussi. Donc j'en suis arrivée là en faisant un gros travail sur moi-même et sur mon mental et sur mon corps. Et ça a pris du temps. D'accord. Aujourd'hui, quel type de relation t'as avec la nourriture? Aujourd'hui, j'ai une relation assez saine avec la nourriture, dans le sens où je mange à peu près tout ce que je veux, régulièrement, sans y penser, sans me prendre la tête. Genre là, je suis venu avec un grec. Est-ce que ça t'a trigger ou pas? Non, pas du tout. Non, parce que j'en ai mangé un hier soir ou avant-hier soir, je sais plus. Okay. Au même endroit que toi, d'ailleurs. Ok, d'accord. Donc, non, il y a plus rien qui me trigger. Non, ça va. Et j'arrive aussi en même temps, c'est pas je mange tout et n'importe quoi quand je veux, j'arrive aussi à écouter mon corps et à comprendre quand est-ce que là j'ai trop mangé, là j'ai plus faim, là il faut que je m'arrête. Et c'est ça aussi le fait d'être guéri, c'est de savoir aussi quand s'arrêter de manger. C'était un problème ça avant? Ouais. Surtout pendant la guérison où ton corps il est vraiment en manque de nourriture et tu fais de l'hyperphagie à mort et tu peux plus t'arrêter de manger. Ma phobie c'était par exemple les buffets, tu vois. Ah ouais? Où t'as de la nourriture à volonté illimitée et là tu sais plus quoi faire. Tu sais plus parce que t'arrivais plus à t'arrêter, c'est ça? Ouais, c'est ça, t'as trop envie de manger en fait. Ok. On va revenir sur ce terme d'hyperphagie parce que moi ça me fascine, j'avais des questions là-dessus. Mais avant je voudrais que tu racontes ton histoire un peu comme tu l'as faite dans ta vidéo. Donc si les gens sont pas au courant, après ce podcast je vous invite à aller regarder ta vidéo, peut-être que ça va te pousser à recontinuer ta chaîne YouTube. Alors, que j'ai lâchement abandonné. Alors que t'avais une vidéo à 80 000 vues, enfin bref. Donc, je vais m'énerver si on parle de ça contre toi. Mais donc, comment ça a commencé? Raconte-nous un petit peu comment t'es tombée dans cette maladie-là. Alors du coup, j'ai commencé à être anorexique quand j'avais 20 ans. C'était la première fois que je vivais toute seule. Donc j'étais dans mon petit studio à Strasbourg. J'avais déménagé, donc j'étais plus avec mes parents, avec ma famille. J'ai quitté tous mes amis, enfin toute ma vie pour aller à la fac là-bas. Et je m'étais séparée de mon copain. Enfin, il y a plein de choses qui ont fait que je pense que je me sentais peut-être très seule. Et puis, il y avait plein de choses dans ma vie que je contrôlais pas. Et... Je vais voir, excuse-moi de te couper, je pense que ça va arriver à beaucoup, mais je voudrais te faire réagir à une citation que j'ai vue hier sur Twitter. Un mec qui disait « Les 3/4 des problèmes que les gens ont avec la nourriture, c'est des problèmes émotionnels qui sont pas résolus. » Ouais. Tu penses que c'est vrai? Je pense que c'est vrai et surtout les TCA c'est beaucoup de contrôle en fait. C'est une volonté de contrôler quelque chose alors que dans ta vie tu contrôles rien du tout. D'accord. Moi je contrôlais pas tout ce qui m'arrivait. Par exemple j'avais mes parents qui se séparaient aussi à côté, ça je le contrôlais pas.
Et je m'en suis pas du tout rendu compte, mais en fait, la nourriture, c'était la seule chose que je contrôlais vraiment dans mon quotidien. D'accord. Et c'est pour ça que ça a commencé à arriver. Ça a commencé à arriver aussi parce que comme je vivais seule pour la première fois, je mangeais assez mal et j'avais pris un peu de poids. Ok. Et j'ai pris la fameuse résolution je vais commencer à faire du sport et à contrôler mon alimentation. Alors attends, avant qu'on en arrive là, quel genre d'alimentation t'avais quand t'étais chez tes parents? Chez mes parents, j'avais une alimentation vachement équilibrée. C'est-à-dire que petit-déj, 3 repas par jour, beaucoup de choses cuisinées à la maison. Ok. Donc pas forcément de gros produits industriels, trucs comme ça? Un petit peu, si, petit peu, de temps en temps, mais normal. ouais, je pense comme une famille moyenne en France. Des courses dans des supermarchés, enfin tu vois, classique. Ok. Ouais. Ok. Et donc du coup, la balance s'est fait plutôt quand toi t'as déménagé à Strasbourg et que t'as commencé à vivre toute seule? C'est ça. Ok. C'est ça. Qu'est-ce que tu mangeais par exemple? Je pense que j'ai développé une petite addiction au sucre quand même, parce que je mangeais énormément de sucre. Ok. Et mes repas étaient assez équilibrés, mais à côté de ça, je grignotais beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai pris un peu de poids quand je suis arrivée là-bas. C'était quoi, des gâteaux? Ouais, des trucs, des gâteaux, de la brioche. Et je mangeais beaucoup devant les séries aussi. Sauf que moi, je regarde beaucoup de séries. Et c'était devenu presque indispensable d'avoir un truc à manger en regardant une série. D'accord. Du coup, forcément, ça m'a pas fait du bien, quoi. Ok. Et donc est arrivé ce fameux 1er janvier où tu t'es dit, la fameuse résolution, je vais perdre du poids. Ouais, je vais perdre du poids, je vais contrôler mon alimentation, faire gaffe, je vais me remettre au sport. Donc je m'étais inscrite au SWAPS, je faisais du step, je faisais du CAF, des choses comme ça. Du CAF, qu'est-ce que c'est que ça? C'était cuisse abdos fessiers. Damn. Ok. Cuisse abdos fessiers, ouais. Et c'est quoi un exercice de CAF, genre c'est que des exercices de renforcement musculaire en fait, mais qui visent vraiment les cuisses abdos fessiers. D'accord. Le bas du corps. D'accord. Donc, tu as commencé à faire ça 1er janvier, et donc ça ressemblait à combien d'entraînements par semaine, et ton alimentation ressemblait à quoi à ce moment-là? J'allais au sport, je dirais 3 fois par semaine. Okay. C'est pas énorme, mais je partais de rien, donc je partais de rien. Okay. Et puis au niveau de l'alimentation, j'arrive pas trop à m'en souvenir, mais je sais que j'ai vachement restreint le sucre. Et que c'était chaud, hein, je m'étais fait carrément une sorte de calendrier où je notais quand est-ce que je faisais des excès. Et je m'étais fixé à un ou 2 excès maximum par semaine. D'accord. C'est quoi que t'appelais un excès, genre? Ce que j'appelais un excès, c'était, je sais pas, je sortais avec des potes, on allait en soirée, on passait la soirée à bouffer tout et n'importe quoi. Ça, c'était un excès pour moi. C'est libre. Okay. Ouais. D'accord, ok. Est-ce que, par exemple, tout à l'heure, on faisait une petite bière le soir, c'était un excès, genre? Non, quand même pas à ce point-là, non. Ok. Non, pas à ce point-là. Et donc, t'as tenu ça pendant combien de temps? J'ai tenu ça, alors j'ai commencé en janvier, mon anniversaire c'est en mai, et je me souviens qu'en mai, ma famille a commencé à me dire Clem, t'as vachement maigri, faut que tu fasses gaffe. D'accord. Donc ça faisait déjà 5 mois. Ok. Et je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un problème au cours de l'été. Okay. Donc pendant plus de 6 mois, j'ai fait ça. Est-ce que t'as déjà été aussi discipliné pour d'autres trucs dans la vie? Genre là, tu t'es vraiment mis en mode déter, super strict, je vais faire mon calendrier et tout. Est-ce qu'il y a d'autres trucs dans la vie où t'étais autant discipliné que ça? Ou c'est vraiment... Je crois pas, en vrai. Ouais. Comment t'expliques ça? Que pour ce truc-là en particulier, tu t'es mis en mode déter, quoi? Je pense que c'est parce que c'était ultra satisfaisant de voir le résultat. Ouais. Parce qu'en fait, le résultat est arrivé super vite. C'est-à-dire qu'en 3 mois, j'avais déjà perdu 4 kilos. Bon, en fait, je faisais 60 kilos. Je m'étais dit, je vais revenir à mon poids de base à l'époque, qui était 56 kilos. Tu faisais 60 kilos pour 1 mètre combien? 68. Ouais. Ce qui est normal. Ouais. Bah, c'est mon poids aujourd'hui et il est très bien, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai atteint mon objectif en même pas 3 mois. Ouais. Et je me suis dit, bah vas-y, ça marche bien, on va continuer, quoi. Tu es devenu accro à la sensation de contrôler quelque chose, de réussir à faire ça. Ok. Quand t'es arrivé vers mai, ta vie ressemblait à quoi, genre parce que tout à l'heure tu disais que c'était le seul truc sur lequel t'avais du contrôle. Est-ce que tes parents étaient encore en train de divorcer? Sentimentalement, comment c'était? Non, au niveau de mes parents, ça allait très... Enfin, ils sont séparés, mais je veux dire, tout se passe très bien, donc c'est plus un problème. C'était plus un problème. D'accord. Par contre, je pense que je m'étais vachement isolée socialement. C'est-à-dire que je n'osais plus trop sortir avec mes potes, j'aimais beaucoup être seule.
Parce qu'en fait, dès que je sortais avec mes potes, il y avait la tentation d'aller manger quelque chose, d'aller boire quelque chose. D'accord. Et de Et toi-même, tu c'était t'es mis en flippant. retrait en mode je veux pas me retrouver dans ces situations-là, donc je vais moins sortir avec mes potes et tout. Bah, c'était inconscient, en fait. Ok, ça arrive petit à petit. C'était vraiment inconscient et je me rendais vraiment pas compte à ce stade-là que j'avais un problème. Ok. Et tes potes, ils s'en rendaient compte? Personne te disait genre, bah allez, viens ce soir, c'est bon. Bah, à cette époque-là, j'avais perdu du poids, mais pas encore énormément. Mhm. Et du coup, on commençait à me dire quand même, ouais, t'as perdu vachement de poids, mais D'accord. c'était pas encore au stade d'en être complètement choquant. Ok. Et puis c'était des gens que j'avais rencontrés l'année même, en fait, donc Ok, ils me donc connaissaient ils- pas pas d'avant. depuis longtemps. Mhm. Donc, non, on m'a pas dit tant de choses que ça. D'accord, ok. Donc après, tes parents commencent... Il y a un petit qui fait des dingueries derrière, là. Je vais fumer. Ok. À partir de mai, comment ça se passe alors, du coup? Là, tes parents commencent à s'en rendre compte un petit peu, c'est ça? Ouais, à partir de mai et au courant de l'été de cette année-là, vraiment, on m'a dit Clémentine, faut pas que tu ailles plus loin parce que là, si tu vas plus loin, C'est chaud. on m'a dit, je me souviens, un ami de mes parents qui m'a dit Clem, tu vas devenir anorexique. Et quand t'as entendu ça, qu'est-ce que t'as... Bah, j'ai rigolé, je lui ai dit, mais n'importe quoi, ça m'arrivera Ok. jamais, c'est pas du tout moi. Ah, putain, Tout se ok. passe bien. Je lui ai dit, mais tout va bien, je contrôle tout, c'est cool, quoi. D'accord. Et quand tu te regardais dans le miroir, qu'est-ce que tu voyais? Bah, j'étais assez contente de moi. Ok. Enfin, j'y pensais même. Je pense qu'à l'époque, j'y pensais même pas spécialement, mais quand j'essayais de bien m'habiller, par exemple, Mhm. j'étais satisfaite, quoi. Ça a Je me disais, c'est cool. énervé. Ok. Ouais, je me disais, bah, c'est Pimpé, cool. ok, d'accord. Ok. Bah alors, Genre, j'ai pourquoi atteint mes objectifs. Et pourquoi tu t'es pas dit alors, ça y est, maintenant je vise le maintien et. Pourquoi t'as continué encore dans cette. Bah, je crois que j'ai de perte de tellement poids. pris au cours de ces mois des habitudes alimentaires Ok, que j'arrivais plus à les changer et j'avais surtout vachement peur de reprendre le poids que j'avais perdu. d'accord. Et je me disais beaucoup, si tu reprends du poids, t'as fait tout ça pour rien. Mhm. Genre, t'as fait tous ces sacrifices pour rien, t'es allé au sport pour rien, enfin, Dans- c'est du temps perdu. Dans ta vidéo, tu parles beaucoup des. Tu dis que c'est à ce moment-là que t'as découvert les régimes. Ouais, c'est vrai. Est-ce que. Quel rôle ils ont joué? Et est-ce qu'à à un moment dans tes régimes, on t'explique ok, la perte de poids c'est bien, mais maintenant il faut viser le maintien calorique? Je me souviens qu'à l'époque, ouais, j'étais allée sur internet pour voir un peu Mhm. comment perdre du poids, etc. Et la discussion n'était pas aussi ouverte qu'aujourd'hui. Mhm. On parlait pas autant, enfin, il n'y avait pas autant de prévention sur les TCA, justement. Ok. Je trouve que ça, c'est vachement arrivé avec les chaînes YouTube, justement, sur un peu le fitness. Oh. Voilà. Mais c'était pas encore à l'époque des chaînes françaises, en plus. Ok. Et non, moi, je suis vraiment tombée sur des articles à la con de magazines féminins Ok. qui essayent qui essayent de te vendre des produits, des choses comme ça. Mhm. Et puis, je pense que j'étais aussi un peu dans le déni Ouais, et j'ignorais aveuglément les informations qui pouvaient me faire du bien, en fait. ok. D'accord. Donc, ok, qu'est-ce qui se passe après ce mois de mai alors? Après ce mois de mai-là, j'ai travaillé pendant l'été, donc pareil, j'étais avec des gens que je connaissais pas, donc qui m'ont pas spécialement fait de remarques, mais cet été-là, j'ai travaillé avec une fille qui avait été anorexique, boulimique aussi, et qui en avait guéri, qui en était sortie, et c'était la fille la plus rayonnante du camping. Genre Ok. vraiment, elle était Miss trop bien Camping. dans sa peau, elle était pote avec tout le monde, elle Ok. s'éclatait tout le temps. Et un soir, on était partis au restaurant avec elle et une autre meuf, et puis on avait discuté un peu de ces problèmes-là. Mhm. Et ça a commencé à faire un petit Tilt. truc dans mon cerveau où je me disais peut-être qu'en fait, je suis un peu comme elle à l'époque. Ok. Et c'est aussi cet été-là que vraiment j'avais perdu énormément de poids et mes parents ont vraiment tiré la sonnette d'alarme. Mhm. Et puis je les ai écoutés, quoi. Ok. D'accord. Pareil, encore dans ta vidéo, tu dis à un moment, il y avait des pains au chocolat et genre t'avais honte de les manger, tu les mangeais en cachette, c'est ça? Ouais, c'est un truc, ça m'a marqué, je m'en souviens encore aujourd'hui. Et c'était justement, c'était cet été-là où je travaillais. Et ouais, je le mangeais toute seule, en fait. J'osais pas manger ce genre de choses en communauté. Pourquoi? Bonne question. Honnêtement, je sais pas du tout. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens quand tu te dis, putain, là ils sont tous en train de manger, je vais faire autre chose, et après je vais revenir derrière aller piquer des pains au chocolat et genre. Je pense que pour moi, c'était peut-être un peu un échec de céder à la tentation. Ouais.
Et du coup, je voulais pas céder à la tentation en public, peut-être. Ok. Et puis, je sais pas, je pense que aussi j'étais tellement concentrée sur la nourriture que si je le mangeais en présence d'autres personnes, Mhm. genre j'aurais pas pu suivre la conversation, enfin ça m'aurait déconnecté des autres gens. Parce que l'excès, tu l'as fait quoi qu'il arrive. En fait, même si les autres te jugent pas, toi, tu as quand même fait l'excès. Et Ouais. ce qui te dérangeait plus, c'était... Enfin, je pense que faire l'excès, ça te dérangeait aussi, mais le fait que les autres te voient, c'était ça qui était encore pire que... Probablement, ouais. Ok, Ouais. C'est assez inexplicable. ouais. Est-ce que ce sentiment de honte de manger quelque chose, c'est un truc qui a complètement disparu aujourd'hui ou c'est un truc que tu ressens encore parfois? La honte, non, pas du tout. Ok. Ça m'arrive d'avoir un peu de culpabilité parfois. Je pense tout le monde quand même. Voilà, quand tu Un fais des truc, excès. oui. Mais quand Mais tu fais n'importe quoi, pas qu'au niveau de la nourriture. Quand tu fais un truc, tu sais que c'est pas bien, t'aurais pas dû le faire. T'as tous les êtres humains, sinon vous êtes des psychopathes. Hein. Bon, je pense ce petit sentiment de culpabilité, quand tu sais que t'as pas fait un truc bien. Quoi. Oui, Quand c'est t'as ça. enfilé le pot de Ben Jerry, parce que moi c'est ça que je fais devant les séries, à la fin je me dis, ah, peut-être j'aurais pas dû. Ouais, t'as un peu mal au ventre, tu te dis, Ouais. ouais, c'est peut-être pas une bonne idée Ouais. en fait. Mais non, des fois, ça peut m'arriver encore aujourd'hui, même quand j'ai fait un truc pas grave, quoi. D'accord. Quand je sais que j'ai fait un peu trop de. Genre, je sais pas, j'ai mangé 5 gâteaux au lieu de 3, tu vois. Ok. Ça peut m'arriver, mais ça part vite. D'accord. C'est plus, ça me prend plus la tête comme avant. Je me dis, bon, bah, c'est pas grave, remets-toi-en. Et puis je passe à autre chose. D'accord. Donc cet été, tu as le déclic de te dire, ok, là peut-être que j'ai un souci. Ouais. Et du coup, est-ce que tu mets en place des actions pour changer? Qu'est-ce que tu fais? Alors, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'ai réalisé que j'avais un problème et que j'avais un trouble alimentaire, j'ai déménagé en Angleterre. D'accord. J'ai vécu en Angleterre pendant 1 an et j'ai été prise en charge là-bas. Et j'ai eu un super médecin qui m'a tout de suite prise en charge, qui m'a recommandé à une psychologue à Mais dès le l'hôpital. début, c'est de toi-même où t'as dit là, il faut que je me fasse aider. Ouais. Ok. Je pense que j'étais encore un peu dans le déni, mais je suis allée chez le médecin et j'en ai pas mal parlé avec lui. Et en fait, il m'a tout de suite redirigée vers une cellule à l'hôpital qui prenait en charge les TCA. Et en France, ton médecin généraliste, il disait quoi? Parce que j'imagine que de temps en temps, tu vas aller chez le médecin pour je sais trop quoi. Il doit te peser, te mesurer, et à aucun moment ils t'ont dit là, faut faire attention. Je pense qu'étrangement, je n'étais pas allée chez le médecin. tu savais ce qui allait se passer. Ok, Non, je suis pas du tout allée chez le médecin pendant cette période-là. d'accord, ok. C'était le printemps, voilà, j'étais pas malade. Ah, d'accord, ouais, ok. voilà. T'as pas des allergies pollen, non, tout ça, ouais. Non, d'accord. ça va. Ok. Donc D'accord. j'ai été prise en charge totalement en Angleterre. Ok. Et il m'a redirigée vers une psy, vers une nutritionniste, une diététicienne. Mhm. Et j'ai totalement été prise en charge là-bas. D'accord. Ok. Donc comment ça se passe? Donc, du coup, ça devait pas être évident parce que tu commences ton séjour, c'était quoi, un écharge universitaire, c'est ça? C'était un Erasmus, Un ouais. Erasmus dans une ville que tu connais pas, des gens que tu connais pas, tu dois t'adapter à la culture, etc. Et en plus des cours, toi tu parlais bien anglais aussi au début ou, J'étais en comment ça master va? d'anglais, ouais. Ah bon, d'accord, ok. Donc, mais tu dois aller suivre. Est-ce que c'est un truc que tu cachais aux gens ou tu disais non, là je peux pas aller boire une pinte, je dois aller chez la psy de Au TCA? début, je le cachais aux gens et au fur et à mesure, j'en ai parlé. D'accord. Parce que je trouve qu'en Angleterre, vraiment, il y avait cette liberté de parole sur les maladies mentales, en fait, tout D'accord. simplement, qu'on n'avait pas en France. Ok. Et il y avait vraiment à l'université une grosse prévention sur le sujet, que ce soit les TCA, la dépression, tout ce qui touche vraiment aux maladies mentales. D'accord. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à en parler. Et aussi, je me suis mise sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur YouTube, pour suivre d'autres gens qui étaient malades. Mhm. C'était beaucoup des anglophones aussi. Mhm. Et je pense que ça m'a vachement encouragée à en parler également. D'accord. Comment c'était reçu autour de toi, tes potes de là-bas? Qu'est-ce qu'ils te disaient? Avec beaucoup de soutien, Ok. beaucoup d'encouragement. Et ils me disaient énormément que j'étais très courageuse d'en parler aussi. Parce Ouais. qu'ils n'avaient pas l'habitude justement que les gens en parlent autour d'eux. Qu'est-ce que tu dirais comme conseil à des gens qui pensent qu'ils ont eu un ami ou une amie dans cette situation-là? Est-ce qu'ils doivent l'aborder avec eux? Comment ils doivent en parler? S'ils voient que cette personne-là s'en rend pas compte ou s'en rend compte, comment tu dois réagir si tu vois que tu as quelqu'un que tu connais, dont tu es proche, qui peut peut-être souffrir d'anorexie? Ah, c'est compliqué, mais j'aborderai peut-être pas le sujet frontalement en Mhm. disant à la personne qu'elle est malade, tu te rends pas compte, t'es malade, mais peut-être essayer juste de lui faire
réalisé que sur ce point-là, sur cet autre point, il y a peut-être un problème, tu vois. Que ce qu'elle fait, c'est pas normal, qu'avant, si on la connaît depuis longtemps, qu'avant, elle se comportait pas de cette manière-là. Mais je sais que moi, je me braquais facilement. Dès qu'on me disait que... Enfin, en tout cas, au début, quand j'étais dans le déni, si on me disait que j'étais malade, je me braquais immédiatement et je voulais pas voir les choses en face. Donc, c'était assez contre-productif. Et puis, c'était très culpabilisant aussi. Donc... Qu'est-ce qui était culpabilisant ? Bah, par exemple, si on te dit que... Il y a beaucoup de gens qui pensent que pour arrêter, c'est bon, tu manges un truc et t'arrêtes de faire ton cinéma, tu vois. Donc, je pense que il y a pas mal de personnes qui pensent que l'anorexie, c'est une question de volonté et que si c'est un peu de ta faute, quoi. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là ? Qu'il faut se renseigner. Qu'il faut se renseigner un petit peu et puis que c'est une manière très contre-productive d'aborder le sujet avec une personne qui est malade. Tu commences ton échange et tu commences à te faire suivre par des professionnels. Donc tu avais quoi, un médecin et une psychologue ? J'avais un médecin qui me faisait des prises de sang toutes les 2 semaines. D'accord. Ça sert à quoi les prises de sang ? C'était pour vérifier que j'avais pas de carence. Ah d'accord. Notamment. J'avais une psy spécialisée dans les TCA et j'avais une nutritionniste et une diététicienne. D'accord. Que je voyais, les deux je les voyais assez rarement, mais elles me donnaient des meal plans, elles appelaient ça, des guides en fait pour manger. Bien sûr, t'inquiète, les go musclés connaissent les meal plans ici. On va en parler, mais avant, c'était pris en charge par la Sécu, c'était quoi où tu devais payer ça pour ça ? Bah ouais, à l'époque il n'y avait pas le Brexit, donc il y avait la carte européenne d'assurance maladie. Et d'accord. j'ai jamais sorti. €1 pour tout ça. J'ai pas dépensé un seul centime. Ok, de la France. Ok. Donc du coup, comment ça se passait ? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé ? J'imagine le psy ? La psy, ouais, parce que c'était vraiment une aile de l'hôpital qui était vraiment spécialisée dans les TCA, donc c'était vraiment top. Ils savaient vraiment comment réagir avec toi et il y avait des plans spécialisés, des suivis spécialisés pour les TCA. Ok. Et donc comment ça se passe ? Sur quoi elle te fait réfléchir ? Je suis jamais allé chez le psy, donc je vais peut-être poser des questions très débiles. J'avais déjà fait un épisode sur la santé mentale et je parlais justement d'aller chez le psychologue avec quelqu'un qui était suivi plus dans le sport. Mais du coup, quand tu viens pour les TCA, quel genre de questions ils te posent par exemple ? Pourquoi ils te font réfléchir ? Faut savoir déjà que moi, au début en Angleterre, j'avais essayé de consulter une psy qui n'était pas du tout spécialisée dans les TCA. J'ai fait une séance et ça m'a saoulée, je suis partie. C'était pas, elle me posait des questions sur ma famille, sur mon environnement, alors que c'était pas pas du tout le problème. Voilà, mon problème c'était mes TCA, c'était pas mon environnement. En tout cas, c'était plus mon environnement. Ouais, c'est ce qu'on a dit, parce qu'au début, on disait oui, le TCA, c'était quand même la seule chose sur laquelle tu avais du contrôle, enfin la nourriture. Ouais, mais après, mes problèmes dans ma vie se sont résolus et mes TCA étaient toujours là, donc c'était pas tellement... Et puis à l'époque, je me rendais pas compte que la cause de tout ça, c'était le contrôle. D'accord. Donc vraiment, ça me parlait pas du tout. Ok. Alors que la psy spécialisée dans les TCA, déjà, elle m'a expliqué ce que c'était l'anorexie. Et ça, moi, je savais pas du tout. Ok, donc même toutes les recherches que tu as fait sur Internet par rapport au sujet... Ouais, c'était pas si clair que ça. Okay. Elle a mis des mots sur les choses. Elle m'a expliqué aussi ce qui se passait dans mon corps. Pourquoi plus tu te restreins, C'est un cercle vicieux, en fait. Moins tu manges et plus ton corps il se met en veille. Et, c'est vraiment, t'as des processus qui font que t'arrives plus à manger. Donc elle m'a expliqué tout ça et j'avais des exercices à faire, j'avais des sortes de devoirs à faire toutes les semaines, tu vois. En plus de mes cours, j'avais des devoirs pour la psy. Par exemple, je sais pas, un truc à la con, ça m'a paru très bête quand elle me l'a donné. Je me suis dit putain, elle me prend pour qui ? Mais je devais écrire une lettre à mon anorexie. Ah putain, ok. Et vraiment sur le coup ça m'a paru très bizarre. T'as pas insulté sa mère ? Non. Je la respectais, donc je l'ai pas insultée, mais intérieurement j'étais pas convaincue. Et en fait, je parlais de l'anorexie, je parlais pas de ta psy. Non, parce que quand... J'aurais dit, tu me casses les couilles, vas-y, casse-toi, non ? Ouais, non, même pas. Ok, d'accord. Bah, je lui ai dit qu'elle faisait un peu chier quand même, ouais. Mais ça m'a été vraiment utile de faire ça. Pareil, elle me disait de faire des devoirs où je devais dire qu'est-ce que j'aimais pas dans l'anorexie, mais aussi qu'est-ce que j'aimais bien dans l'anorexie.
Il y a des trucs que t'aimes bien dans l'anorexie? Bah parce que quand t'es... Enfin moi en tout cas, quand j'étais anorexique, j'avais peur de ne plus l'être. Parce que la nourriture, ça devient toute ta vie. Oh. Et ça prend tout ton esprit, D'accord. tu penses qu'à ça. Et si tu penses plus à ça, Tu peux penser à quoi? bah Avoir tu un fais vide. quoi, ouais. C'est Ok. quoi ta vie après? Ok. T'as tellement plus l'habitude de penser à autre chose Hmm. que t'as peur d'être plus rien sans elle. Hmm. Et ça c'est cet exercice qui m'a fait réaliser ça. Et c'est ça qui m'a fait vraiment avancer, ouais. D'accord. Du coup, c'est quoi, toi, ta définition de l'anorexie? Si ce qu'on trouve sur Internet, c'est pas forcément toi ce qui faisait écho, comment toi tu te définirais ça maintenant avec le recul? Déjà, il y a 2 types d'anorexie. Il y a Ok. l'anorexie restrictive, que moi Ok. j'avais, où juste tu restreins ton alimentation à mort. Mhm. Et t'as l'anorexie boulimique où tu te fais vomir aussi. Ok. Toi, t'avais pas ça du tout. Non, moi j'avais pas ça du tout. Ok. Moi, c'est juste que je restreignais mon alimentation à mort et puis je faisais du sport D'accord. sans manger plus que ça. Donc ça contribuait aussi à la perte de poids. Hmm. Et déjà, cette différence entre les 2 anorexies, elle n'est pas forcément connue. Mhm. Et l'anorexie, c'est le fait, c'est le fait d'avoir peur de grossir déjà. D'accord. Une phobie de prendre du poids et de restreindre son alimentation totalement. Et de faire Parfois, il y a beaucoup de gens qui sont accros à l'exercice physique Hmm. en étant anorexique aussi, justement pour contribuer à ne pas grossir. D'accord. Du coup, t'étais à quel poids quand t'as commencé quand t'es arrivé en Angleterre et puis après quand t'as commencé le suivi? Ça a pris quelques petits mois, mais on va dire que j'avais pas de balance au début en Angleterre, donc je me Ouais. pesais que chez mes parents. Mhm. Je rentrais pas souvent. Je m'étais pesée au Noël, donc on va dire 1 an après avoir commencé à perdre du poids. C'est là que je faisais 39 kilos. Donc en 1 an, j'ai perdu 20 kilos. D'accord. Waouh. Ok. Pour 1m68. Ouais. Putain. Ok. Je pense que c'était mon poids quand j'étais en CM2. Ouais, c'est clair, mais moi aussi probablement. Voire avant parce que j'étais assez grande quand même à l'époque. Mais... D'accord. Je fais plus au développé alter que toi tu pesais un... Putain, c'est fou. Ouais. Ok. Mais du coup, ça marchait ou pas le truc du psychologue et de se faire suivre? Parce que si tu te faisais accompagner mais t'as continué à perdre pendant cette période-là, si t'as perdu 20 kilos en décembre quand t'es rentré chez tes parents, t'étais à 39. J'ai vraiment commencé... Au début, je trichais un peu. Ah. Voilà, au début, j'étais chez la psy, mais en vrai, j'avais tellement peur de prendre du poids que Ok. Tu dis oui. je faisais un peu Et mes après, exercices, ok. tout ça, mais au quotidien, je mangeais pas plus et au quotidien... Ok. Est-ce que tu faisais un peu comme... Tu connais Skins, la série? Ouais. Tu faisais un peu comme Cassie? Je sais... Non, pas... Elle je se faisait sais vomir. plus. En fait, Ouais, elle se voilà. fait, pour ceux qui connaissent pas, Skins, c'est incroyable, meilleure série. C'est un peu vieilli. Et Fils, c'est mon personnage préféré, j'adore. Ouais, Fille, elle est stylée, ouais. J'étais un modèle quand j'étais petit. Mais elle mettait des. Donc elle se faisait suivre, elle était dans une clinique. Ouais. Donc c'était un peu plus. Bon, elle, c'est un peu hardcore, et puis c'est une série, il fallait bien que ce soit un peu Mm-mm. plus divertissant. Mais elle se mettait des poids. Quand elle Oui, parce c'est qu'il vrai, contrôlait j'avais qu'elle devait se oublié. peser, et elle se mettait des poids où elle n'est pas aux toilettes et tout pour pouvoir. Parce qu'il devait perdre, ou je sais pas, ou prendre plus de. Pas 500 grammes ou 250 grammes Ouais. par semaine, et comme elle ne les prenait pas, elle mettait des Mais poids en dans France, ses il y avait poches. une série aussi ces dernières années qui s'appelle Les Bracelets Rouges, Je connais pas. qui passait sur TF1 sur des enfants malades à l'hôpital. Et parmi D'accord. eux, il y a une anorexique. Et pareil, il y a une scène où elle doit se peser et elle boit des bouteilles d'eau à mort Ah avant d'aller ouais. se peser pour avoir le poids de l'eau en plus. Ok, Non, je faisais pas ça. d'accord. Ok. Non. Mais ouais, je trichais un peu, quoi. Je pense que j'ai commencé vraiment à reprendre du poids justement avec le meal plan. D'accord. Quand je suis allée voir la nutritionniste qui m'a... Je sais plus laquelle des deux. Je sais plus laquelle des deux me l'a fait, mais qui m'a dit, voilà, le matin, tu manges tant de calories, telle quantité de nourriture. J'avais 6 repas par jour. J'avais petit-déj, un snack le matin, déjeuner, un Comme les snack bodybuilders, l'après-midi, ça va parler aux mecs qui nous écoutent. dîner et un snack avant de dormir aussi. T'étais une vraie go muscu, quoi. Une vraie go muscu. Va falloir prendre du poids. Hein. Ok. Et ça ressemblait à quoi, du coup T'avais combien de calories par jour?
Alors, sur mon meal plan, c'était pas marqué les calories pour le coup. Ah. Parce que justement, pour pas faire un focus dessus, Ah ouais, c'est pas cool. c'était des quantités plus. Donc j'avais petit-déj, snack. Enfin, j'avais Avec les 3 genre repas, 200 3 grammes snacks. de riz, peut-être pas Ouais, 200 par peut-être pour exemple, ouais, à peu près. toi. Ok, d'accord. Donc, j'avais pas de balance, mais. Et toi, tu t'es pas dit, je vais mesurer. Enfin, parce que si, quitte à connaître les quantités, tu t'es pas dit, je vais prendre l'application, je vais tout scanner, et je vais. J'avais connaître une les appli pour calories. compter les calories, Ah ouais. ouais. Ouais, je l'ai fait. Bah, n'est pas. Et, Nous, on fait tous ici, hein, t'inquiète pas. Justement, t'es en terre. Comment elle connue s'appelait ici. cette appli? Putain, MyFitnessPal. Ben non, justement, j'avais pas Non MyFitnessPal, j'en avais Ok. une autre beaucoup plus simple. Ouais, Mais simple, MyFitnessPal, oui, quand elle même. est simple. Mais Ouais. c'était vraiment très basique. D'accord, ok. Ouais, j'avais ça, mais du coup, j'étais à 2500 à peu près par jour. Ça va. Et t'avais du mal à les atteindre ou faites forcer? Certains jours, ouais, j'avais du mal, ouais. Ok. Donc, par contre, après, c'était un peu le piège parce que du coup, comme j'étais autour de 2500, je n'osais pas les dépasser aussi. Ah, Donc, ok. c'est-à-dire que si j'avais encore faim, je me disais, ouais, mais t'as déjà bouffé 2500, c'est pas Ok. cool. Ok. Alors que j'aurais dû les dépasser, Ouais. mais Et il t'interdisait de les dépasser ou il te disait. non, pas Au du tout. contraire. Ok. C'était un minimum. Ok. D'accord. Ouais, c'était le minimum que je devais manger. Et s'il y avait plus, il y avait plus, quoi. D'accord. Ok. Donc tu fais ça, donc tu rentres, t'es rentré à Noël, tu repars, et c'est quand que t'as les 1000 plans du coup? Bah, ça devait être en janvier, après ce Noël-là, donc 1 an après le début de ma maladie, ouais. D'accord. Et donc là, ça va mieux? Et donc là, je l'ai bien suivi, ouais, Ok. jusqu'au mois, on va dire, jusqu'à la fin de mon année universitaire. Quand je suis rentrée en France, c'était en juin. Mhm. Et je crois que quand je suis rentrée en France, je devais faire quoi? Peut-être 45 kilos. Entre 45 et 50 kilos, je pense. D'accord. Donc j'avais pris presque 10 kilos avec ça. Ok. D'accord. Ouais. Et donc comment t'as arrêté le 1000 plans en rentrant en France? Pas tellement, non. Non, je l'ai D'accord. continué. Mais Ok. je l'adaptais un petit peu. Par exemple, le snack avant de dormir. Enfin, moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, donc T'as ça pas me pesait un peu sur l'estomac. Un petit shaker avant d'aller dormir, non? Ouais, non, pas un shaker Ok, avant de dormir. ok, ouais, d'accord. Donc des C'est vrai choses que le comme shaker ça. avant de dormir, parfois, ouais, c'est relou. Bah ouais. Donc je l'adaptais un peu à mon mode de vie, mais D'accord. c'est plus les calories que j'essayais de respecter. Et est-ce qu'à un moment, on te parle quand même de maintenance? On t'apprend quand même donc, t'as fait le régime, on t'apprend à descendre. Ensuite, on t'a fait la prise de masse, entre guillemets, je parle en termes de muscu, pour reprendre du poids. Est-ce qu'à un moment, quelqu'un te parle de, OK, maintenant, comment on fait pour que ce soit sustainable, que ce soit que tu arrives à maintenir et plus à te faire chier, à tout peser, à tout compter, que tu trouves une alimentation qui correspond à ton style de vie sans que tu reviennes dans ces travers-là, quoi. Ouais, mais en fait, ce qu'on m'a expliqué, alors après j'ai arrêté la psy, donc je pense que c'est à ce moment-là qu'elle aurait dû m'en parler. Okay. Mais moi, je suis rentrée en France et j'ai pas continué à avoir de psy en France parce que j'étais sur YouTube. Enfin, je suivais beaucoup de chaînes YouTube anglophones, que des anglophones d'ailleurs. Tu t'es dit ça va être mes psys. Ouais, ça a carrément été mes psys parce qu'ils expliquaient tout. Et le truc, c'est que quand on guérit de l'anorexie, souvent on overshoot. C'est-à-dire que tu dépasses ton poids de forme, forcément. Ok. Et d'ailleurs, plus t'es malade longtemps et plus t'as de chances d'avoir un gros overshoot, quoi. Ok. Donc moi, mon poids de forme, là, actuellement, je suis autour de 58 kilos. D'accord. Je suis montée à 65 en guérissant. Et en combien de temps? Entre le moment où t'avais arrêté les 1000 plans et c'est là que t'es montée? Je suis montée à 65, on va dire, en décembre de l'année d'après, donc 1 an après le début de mon meal plan. D'accord. Ouais. Ok. Donc, et en fait, le corps en a besoin pour se restaurer. Pour littéralement se restaurer dans le sens où pour se reconstruire en fait. Ouais, parce que j'avais perdu tous mes muscles, les organes. Tu m'as privé une fois, t'inquiète, maintenant je vais faire des réserves. Ouais, il se protège en fait, c'est ça, il fait de la réserve. Il a pas encore totalement confiance en toi. Il est bientôt donc. C'est ça. Okay. Il dit on sait jamais, si je retourne. Reprenne ces conneries là. Ouais, c'est exactement ça. Si je retourne en situation de famine, au moins j'aurai des réserves, tu vois. Ok, d'accord. Donc il fait des petits stocks de gras et tout. Mais est-ce que c'est une période où tu prends plaisir justement à manger, ou est-ce que c'est une période où tu dis putain je peux pas m'empêcher de manger mais j'ai le seum en fait? Ouais, j'avais pas mal d'hyperphagie quand même. Ok. Ouais. Mais en même temps c'est ce qui te permet de reprendre ton poids, et plus tu prends du poids et moins t'as d'hyperphagie. Ok. Et donc en même temps que ça se passait, est-ce que t'étais au courant parce que tu suivais ces youtubeurs là, ou est-ce que tu subissais le truc? Les deux. T'as beau être au courant, c'est jamais rigolo, quoi. Donc, donc un peu les deux. Mais comme j'ai dit, une fois que t'as
plus tu prends du poids et moins t'es frustré en fait. Parce que c'est la frustration qui fait que t'as envie de manger. Ok. C'est que dans ta tête, t'as beau avoir un poids normal, dans ta tête, tu te restreins, t'as pas envie de faire des excès. Ok. Donc c'est vraiment cette frustration mentale qui fait que t'as envie de tout bouffer en fait. Est-ce que tu continuais le sport à ce moment-là ou pas? Ouais. Ok. Bah, à ce moment-là, je faisais pas mal de HIIT. Ok. Je faisais du yoga déjà. J'ai un errant. Et donc ouais. Et ça me rassurait un peu parce que je me disais au moins si je prends du poids, il y a du muscle dedans. Ok. Donc D'accord. c'est pour ça je pense que je faisais du HIIT à ce moment-là. Je me disais Ok. que c'était une bonne façon de prendre du poids. Et parle-moi un petit peu du coup de ces crises. Alors, hyperphagie, extrême hunger, Ouais. c'est la même chose? Je pense que ouais. Ok. Je pense que c'est à peu près la même chose. Et en quoi ça consiste? Est-ce que tu t'en rends compte quand ça se passe et tout? Parce que Ah moi, de oui, ce que oui. j'ai compris, c'est que, ok, je crois que j'avais regardé la définition, je sais plus quoi, avant, quand je préparais le podcast, c'était tu manges des quantités anormales de nourriture. Ouais. Mais moi aussi, ça m'arrive ça. Des fois, je vais au japonais à volonté, je mange trop, j'ai envie de vomir. Des fois, je suis devant la télé, je pète des gâteaux, je pète de la glace. Il y a des journées, parfois, je mange que du sucré, genre. Ouais, mais quand tu le fais, ton esprit, t'es pas là en mode je devrais pas. Si. Pas. Ouais, mais. Une fois que j'ai avalé, et je me dis, ah putain, tu regrettes, tu vois. C'est comme quand tu passes une journée à buller et que tu sais que t'as des trucs à faire, tu vois ce que je veux dire? Et donc, ma question, c'est à quel moment ça devient grave au point de se dire, je fais de l'hyperphagie. Est-ce que c'est moi qui suis dans le déni en mode, ça se trouve, j'ai des crises d'hyperphagie et je ne sais pas? Ou est-ce qu'il y a certaines personnes qui se disent direct, dès qu'ils font un excès, ils font de l'hyperphagie, alors qu'en fait, c'est non, juste t'as fait un craquage à un moment donné, quoi. Bah, après, moi, je parle vraiment pour ma Oui, pour situation, toi, moi, ouais. donc quand j'étais anorexique, mais tu sais que c'est pas normal parce que déjà, genre, ton estomac, c'est un trou sans fin, tu vois. T'as beau le remplir, t'as encore là une dalle de ouf. Ok, T'as faim, en fait. ok. Et même si t'as plus faim physiquement, T'as pas t'as la encore satiété. faim dans ta tête. Ok. T'as envie de manger. Et puis, c'est surtout que t'essayes de pas le faire, mais c'est plus fort que toi, t'y vas. Ok. Genre, vraiment, t'y Putain. vas et... Comme quand t'as fumé un joint et qu'après t'as faim. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, tu pourrais manger tout et n'importe quoi. Enfin, j'ai vu des témoignages sur Internet. Genre des légumes. Bah, justement, non. C'est trop nul. Tout et n'importe quoi, des légumes. Oh. Ouais, mais tout et n'importe quoi de très calorique. Sucré, ok. De très calorique. Pas forcément sucré, mais très calorique. Quoi. Ok. Et ouais, j'ai vu des témoignages, donc parce que je m'inquiétais à l'époque. Je me disais, est-ce Ouais. que c'est normal? Et des gens, genre, qui bouffaient genre du beurre comme ça, tu vois. Ah ouais, non, là, ok, hyperphagie. Ok, d'accord. je Ouais. comprends. Ok. Du beurre ou des trucs qui devraient être cuits qui en fait ils sont pas cuits mais t'as tellement besoin de manger tu les bouffes comme ça enfin Quoi? ouais Des trucs crus, genre? Genre quoi? Du poulet? Non. ouais non peut-être pas quand même j'ai plus d'exemples en tête mais Des œufs? oh non non Je dégueulasse sais pas. Hein. non mais peut-être des pâtes ou Ah tu vois des carbs un peu Du riz, genre, il va prendre un bol de riz, genre en mode c'est des chips. ouais non mais en plus Ok. enfin non c'est peut-être pas le meilleur exemple que j'ai Ok, donné ok d'accord, mais ok, parce que ok. En tout cas, le beurre, plutôt hardcore quand même. Ok. ouais, j'ai vu un témoignage de ça et moi je le faisais avec des céréales. Genre des boîtes de céréales, tu te les Ah enfiles, ouais. les gâteaux pareil. Et je pense que j'ai eu une période comme ça. Quand j'étais petit, je faisais ça avec du Nutella. Je mettais le Nutella au frais. Putain, quel escroc je suis à faire une chaîne de fitness. Quand j'étais petit, je mettais du Nutella au frais. Ça durcissait un petit peu. Je le sortais du pot, je t'aimais un film. J'avais la petite cuillère et je craillais comme ça du Nutella. Ah ouais, mais ça c'est du plaisir, tu vois, tu kiffes. Bah, quand tu manges des trésors, tu kiffes aussi, non? Non, là je kiffais pas Tu te parce fais pas que manger les trésors. mais non parce qu'en plus genre c'est pas genre tu te sers un petit bol et tu le manges devant ta série. Ouais. C'est tu restes dans ta cuisine et tu le manges dans la boîte. Ah, d'accord, ok. C'est tellement triste. Ah, c'est en même temps que t'es en train de le faire, tu te dis, ah, je suis une merde. Ouais, Ok. c'est ça. Tu te dis putain Ah, ouais, c'est ça, je suis une grosse merde. Putain. Alors que non. Ah ouais, ok. Mais D'accord. c'est vrai, quand on dit que c'est des crises, c'est vraiment des crises. C'est genre, tu peux plus t'arrêter. Ok. Ça me le faisait aussi avec le beurre de cacahuète, par exemple. Hmm. Parce que c'est super calorique. Ah bah ça, il n'y a pas plus... ouais. Et donc... Donc c'est bien pâteux, ça fait du bien au palais et tout. Ouais. C'est top. Ouais. Ok. Ah d'accord, ok. Et donc ça a continué juste pendant un an, donc jusqu'à décembre. Ça me l'a fait peut-être presque un an, ouais. Ok. Ça n'a pas commencé tout de suite. Hein. Ok. Ça a commencé quand j'ai atteint un certain poids. Hmm. Parce qu'au début, comme je disais, quand tu as un poids très bas,
quand t'es à un poids très bas, tu ressens pas trop la faim. T'as pas envie de manger. D'accord. Donc ça a commencé vraiment quand j'ai bien repris du poids. Ok. Quelle relation t'avais avec ton corps au fil pendant cette période-là, quand t'es arrivé à 65 kilos? C'était pas ouf. Ouais. Parce que j'étais pas grosse du tout. Ouais. Mais je savais que j'étais censée faire un peu moins quand même. Enfin, mon poids de forme, il est un peu en dessous de ça. Et puis, j'avais quand même des petits endroits où il y avait un petit peu de gras, tu vois. Donc, alors que je faisais du sport et tout. Donc, j'étais pas trop contente de stocker. Je me sentais un peu mal dans mon corps. Et puis, quand on guérit de l'anorexie, le corps a tendance à stocker au niveau des organes vitaux, en fait. Okay. Donc, tu stockes beaucoup au niveau du ventre. Et tout ce qui est les jambes, les bras, bah, c'est pas forcément... Je sais pas. Après, y a aussi ça prend pas. Et après, ça s'équilibre aussi. Ouais, mais alors je sais pas si y a l'anorexie et tout, mais après, les hommes et les femmes, on a tendance à pas stocker le gras au même endroit aussi. Donc, effectivement, oui, les filles, vous prenez souvent dans les hanches, dans les fesses, etc. Et nous, on prend dans la bedaine. Ouais, mais là, tu vois, c'était vraiment plus au niveau du ventre, au niveau du torse. Et après, au fur et à mesure, avec le temps, ça s'est réparti sur le corps. Ouais. Mais du coup, ça, c'était un peu chiant aussi. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe au moment où tu atteins les 65 kilos? J'ai stagné pendant un certain temps. À 65? Ouais, à 65, le temps qu'en fait, ma relation avec la nourriture s'équilibre. D'accord. Est-ce que tu paniquais? Tu te dis, putain, quand est-ce que ça va s'arrêter? Ou tu étais consciente du fait que, ok, c'est un moment à passer et puis ça va s'arranger? Bah, j'avais vu beaucoup de témoignages sur YouTube. Je savais que ça allait finir par passer. Okay. Mais par contre, je savais pas combien de temps ça allait prendre. Ça a pris combien de temps pour toi? Ça a pris combien de temps? 1 an, peut-être. Okay. Ouais. Parce que... Attends, je calcule mes années passées à Lyon et de quand est-ce que je suis revenue à Paris. Bah, en fait, cette année, j'ai encore perdu du poids. Hein. Donc ça a continué. Donc 2 ans même, je dirais. Okay. Au fur et à mesure, tu perds peut-être 1 kilo, voilà, au bout de 6 mois, un autre kilo en 3 mois. Et après ça, c'est le processus de guérison direct après ça? Bah après ça, t'es guéri, je dirais. Ok. Est-ce que t'es toujours dans cette phase-là Non, là, je suis stable entre 58 et 60, j'oscille. D'accord. Comment ça se passe du coup au quotidien? Est-ce que tu comptes encore, t'as toujours tes 1000 plans? Est-ce que tu te prends encore la tête avec la nourriture? Non, j'ai plus de 1000 plans du tout. Okay. J'en ai plus depuis peut-être depuis 2 ans. Ok. Et non, je compte pas les calories, rien du tout. D'accord. Je sais juste que j'ai mon petit rythme. Genre, je prends un goûter tous les jours. Je sais à peu près ce que je mange à chaque repas, quantité. Mais non, je compte pas. T'es devenue une gomuscu. Tu sais à peu près ce que tu manges en calories. Ah, mais tu me montres un aliment, je sais combien de calories il y a dedans, par contre. Hein. Je suis devenue une expert en nutrition. Let's go. Ça, je calcule, il n'y a pas de souci. Ok. Mais je le fais plus. Okay. Mais il y a une période où je le faisais beaucoup. Franchement, je me faisais un plat, je savais combien de calories il y avait dedans. À l'œil, comme ça, là. Ouais. Putain. Facile. À peu près, mais... Ouais. Ok. Mais non, je le fais plus maintenant. Il y a un truc qui m'a marqué aussi dans la vidéo, pour revenir sur ta période anorexique. Tu dis que t'étais au point de perdre tes cheveux et de perdre tes règles. Ouais. Explique-moi comment ça s'est passé, ça. Ça a commencé au bout d'un... 1 an, je dirais. Bah, c'est quand j'étais vraiment dans un IMC critique, quoi. Okay. Parce qu'au bout d'un moment, tu manges pas assez de calories pour que toutes les fonctions de ton corps continuent au quotidien. Okay. Et du coup, ton corps, il se focus un peu sur les trucs essentiels, quoi. Ouais. Et faire en sorte qu'elle puisse se réveiller le matin et c'est tout, quoi. Bah ouais, puis il fonctionnait voilà, les organes vitaux, tout ça, voilà. Ouais. Bref, vivre. Et du coup, il y a des choses qui passent un peu à la trappe. Ouais, genre mes cheveux, voilà. Oh putain. Je les perdais un peu, ouais. Et toi, comment tu te sentais à ce moment-là? Tu t'es dit, putain... Ah, c'était une putain de motivation pour guérir. Hein. Ah ouais? J'étais dégoûtée. Non, vraiment. Tu sais, tu prends ta douche, tu te laves les cheveux, t'en as un peu qui part, tu te dis putain, ça craint, quoi. Ah ouais, ok. Donc c'était une vraie motivation pour guérir mes cheveux. D'accord. C'est une motivation à la con, mais ça a bien marché. Et puis les règles, c'est pareil. Au bout d'un moment, c'est pas vital. Et puis de toute façon, quand t'es dans cet état, même si tu tombais enceinte, ça fonctionnerait pas, quoi. Okay. Et après, c'est revenu d'un coup ou Ça prend un peu de temps à revenir.
C'est ta pilule Une encore. pilule encore. Ouais, ça prend un peu de temps à revenir. Au début, je m'en étais pas aperçue justement parce que je prenais la pilule. Et Ok. du coup, j'avais des règles un peu artificielles. Mais après, j'ai arrêté la pilule. Et bref, ça a pris combien de temps à revenir 1 an, je dirais. Ouais, au bout d'1 an, c'est revenu. D'accord. 1 an et demi. Est-ce que le médecin t'a rassuré sur ça ou les témoignages YouTube? Je crois que ma psy m'en avait parlé, ouais. Ok. M'avait dit que c'était normal. Par contre, YouTube, ça m'a pas mal aidé aussi pour justement voir à peu près au bout de combien de temps ça revient. Et puis c'est toujours rassurant d'avoir des témoignages d'autres personnes et de se sentir moins seul, quoi. Ton médecin a beau t'en parler, tu te demandes toujours si t'es vraiment normal. Ouais, c'est clair. Putain, c'est quand même fou de dire que c'est à un point de déranger tes hormones et tout, de perdre tes cheveux. Ouais. Ah la vache, quand même. Ok. Et aujourd'hui, maintenant, tu peux... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, là, t'es en couple. Est-ce que, du coup, pour la nourriture, comment vous organisez? Est-ce qu'il faut que lui fasse attention à certains trucs? Ou est-ce que toi, t'as certaines... Non. Chacun fait comme il veut? Bah, on mange la même chose, en fait. Ouais, voilà, c'est ça ma question. Est-ce que vous... Ouais, non, on fait les repas ensemble, on mange la même chose, à peu près la même quantité. Ok. Donc, c'est plus du tout une gêne au quotidien Non, pas du tout. comme ça l'était avant. Mais avant de vivre en couple, je vivais en coloc et ça m'a beaucoup aidé aussi. Ok. Au début, ça me faisait vachement peur, justement. Est-ce que tu l'as laissé cuisiner pour toi, par exemple? Ça arrivait, ouais. Ok. Après, on avait plus un rythme, on faisait chacune nos plats. Ok. Mais avant d'arriver en coloc, ça me faisait presque peur de cuisiner devant quelqu'un, tu vois. Ah ouais. Donc le fait d'être en coloc, ça m'a beaucoup aidé. On mangeait ensemble aussi, donc t'as plus cette gêne, cette honte de manger. Est-ce que t'avais cette pression quand tu mangeais avec des gens, du coup, de te dire putain, là, faut que je finisse mon assiette? Pas tellement, parce que c'est plus moi qui finissais les leurs après. Ah ouais. Oui, parce que t'étais dans cette période de Ouais, faim. dans la guérison, ouais. Ok. Après, quand c'était avant, bah ouais, je sortais plus trop au resto avec les gens, en fait. Donc ça joue vachement là-dedans. D'accord. Souvent, je sais pas si j'allais boire un verre avec des potes. Après, j'allais au resto, je disais oh non, je vais rentrer. Ok. Soit je suis fatiguée, j'ai des trucs à faire. Enfin, voilà, j'y allais pas forcément. Alors qu'en vrai, c'était juste tu voulais pas manger, quoi. Ouais. Ouais. Ok, d'accord. Il y a un autre truc aussi dans ta vidéo qui m'a marqué, c'est le passage aussi que t'as fait le Hellfest avec ta mère. Ouais. J'y retourne cette année, je suis trop contente. Avec ta mère? Ouais. Putain, raconte-moi ça, c'est un truc de fou. D'avoir fait le Hellfest avec ma mère. Déjà d'avoir fait le Hellfest et en plus avec ta mère. Ma mère était punk quand elle était jeune, donc D'accord. elle a un petit truc un peu... il y a une scène punk au Hellfest, la Warzone, donc... Elle va dans le pogo et tout? Non, bah plus maintenant. Ok. Mais bon, elle l'a suffisamment fait. Ok. Mais c'est vachement intergénérationnel le Hellfest, hein. Il y a de tous les âges, parce que le métal, c'est tout... De tout... Putain, j'arrive plus à parler, quoi. Ah bah, tu veux boire un petit C'est peu? le métal, ça m'émeut. L'anorexie, non, mais le métal, oui. D'accord, ok. Non, je rigole. Mais ouais, c'est pas le premier festival qu'on faisait ensemble, là. C'était le 4e, je crois. Ok. Ça, c'est dans ta période de guérison Non. Si. Le Hellfest, c'était avant de guérir, je crois. C'était justement quand je commençais à être malade et que mes parents me disaient qu'il fallait que je fasse gaffe, ouais. Ils t'ont dit fais gaffe, viens, on va t'emmener au Hellfest. T'inquiète. Non, c'était prévu depuis longtemps, Ok. mais... Putain, c'est incroyable ça. Moi, j'aimerais trop faire ça avec mes enfants, aller en festoche avec. Ouais, bah, j'ai fait pas mal de festoches avec ma mère. D'accord. C'est trop cool à chaque fois. Ok, t'avais pas trop honte au début? Non, Ok. pas du tout. J'étais au. Alors moi, je fais plus des festivals électro, mais cet été, j'étais à Electric Park et j'ai vu une gamine du coup qui avait avoir 14 ans, un truc comme ça. Elle disait Maman, viens, dépêche-toi. Et j'étais là, mais quoi? Maman? Tu es la daronne comme ça, qui est arrivée, ouais, on va à tel endroit et tout. Et au début, je me suis dit, putain, mais la honte. Et après, je me suis dit, mais non, en fait. Je me dis, en tant que parent, tu te dis, mais tu préfères qu'ils. Enfin, moi, je kifferais trop faire ça avec mes enfants, tu vois. Tu te dis, ouais, je sais qu'ils vont faire des dingueries, autant être là avec eux, tu vois, et kiffer, plutôt que t'imaginer le pire et en te disant, non, je veux pas qu'ils aillent en festival et tout, tu vois. Ouais, je pense que ma mère, elle pense pas du tout comme ça. C'est juste c'est l'occasion de passer un moment ensemble. Ok. Il y a beaucoup de groupes qu'on écoute toutes les deux. Ah ouais, ok. Donc, on va souvent à des concerts ensemble aussi. Ah, ok. Même quand c'est pas en festival, elle vient souvent sur Paris, on va à des concerts ensemble. Là, on en a plusieurs prévus cette année. Et non, puis c'est aussi que dans mon entourage, en tout cas à l'époque, j'avais pas beaucoup de potes qui écoutaient du métal. Okay. Donc si je voulais y aller avec quelqu'un, c'était avec ma mère. D'accord. Maintenant, si j'ai des potes qui en écoutent, mais d'ailleurs, on va les rejoindre au Hellfest. Allez.
En espérant qu'on puisse toujours aller en festival. Ouais, si ça marche. Petit aparté sur la musique. Qu'est-ce que t'as eu comme retour? Du coup, c'est quand que t'as fait la vidéo, la fameuse vidéo là? Faudrait vérifier, merde, c'était Il y a quand? 2 ans, il me semble, un truc comme ça. Ouais, ça doit faire 2 ans. Ouais. Quel genre de retour t'avais des gens une fois que t'as fait ça? Du coup, c'était ma première vidéo et je l'ai publiée un peu partout sur mes réseaux. Donc, il y a non seulement des étrangers qui l'ont regardée, mais aussi mes proches. D'accord. Mes proches ou mes connaissances qui n'étaient pas du tout au courant de ce qui m'était Parce que arrivé. j'avais dit à ce qu'il y a des gens qui sont tombés des nues, genre. Ah ouais, totalement. Ouais. Surtout que du coup, j'ai beaucoup changé de ville pour mes études. Donc, même des potes de lycée, par exemple, il y en a plusieurs que j'avais pas vus depuis plusieurs années, alors qu'on était très proches et qui ne s'étaient pas du tout douté que ça m'était arrivé, quoi. Est-ce que c'est une maladie facile à cacher? Non. Non, je pense pas. Quand t'es à distance, oui. Non, mais je me dis, si tu mets des vêtements larges, tu vas jamais à la piscine. Tu peux mettre des vêtements larges, mais moi, mon visage, par exemple, il avait quand même changé. Okay. Et puis t'as beau mettre des vêtements larges, les gens, ils sont pas dupes. Ok. Et puis, non, et puis, un vêtement large pour toi, c'est un S, donc. Ouais, je mettais du 34, je crois. Un pantalon? Ouais. Du 34, je crois. Ok. Je fais du 40 aujourd'hui. Okay. Maintenant, du 38 maintenant, mais... Ok. Mais bon, j'avais jamais fait du 34 depuis la primaire, quoi. Ah ouais, ok, d'accord. Je sais pas. Donc, je me demande si je faisais pas du 32 même. Ah ouais. Mais bon. Ok. Non, puis je pense que quand on est malade, on s'imagine qu'on peut tromper les gens, mais les gens, ils sont pas dupes. Enfin, c'est pas parce qu'ils t'en parlent pas qu'ils le voient pas. Ok. Non, c'est... Qu'est-ce que tu penses au début, tu disais un petit peu... tu parles un petit peu de l'image de la femme dans la vidéo et que effectivement elle a du mal à avoir une relation saine avec son corps parce que l'image qu'on attend un petit truc des femmes est un peu trop inatteignable. Ouais, carrément. Est-ce que tu penses que ça a joué dans ton anorexie, la représentation que tu te faisais de ton corps et justement ce sentiment de quand tu perdais de poids, tu te regardais dans la glace, tu te disais putain ouais ça marche, il faut que je continue, etc. pour être carrément, un body goal genre Ouais, en vrai, parce que tu regardes les publicités, les magazines, même tu vas sur Insta, t'as que des corps entre gros guillemets parfaits, tu vois. Maintenant, c'est que des gros boules et... Ouais, l'idéal a changé. Sur Insta, ça a changé de ouf. En tout cas, pour le coup, là, ça... Mais c'est tout aussi inatteignable, en vrai. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est la chirurgie. Ouais. Donc, et puis, t'as toujours cette exigence. Ça se voit, les personnes anorexiques, il y a des mecs qui sont anorexiques, mais c'est quand même assez rare. T'en as rencontré ? J'en ai pas rencontré personnellement, mais j'ai eu des commentaires sur ma chaîne ou des messages privés de mecs qui sont malades. Et c'est beaucoup plus rare, mais il y en a. Et ouais, il y a cette image de la femme qui doit toujours être parfaite. Et puis comme je disais, tous les régimes que j'ai trouvés, c'était sur des magazines féminins, tu vois. Donc on essaye de te faire croire qu'il faut absolument être comme ça. Ah, donc c'est pas forcément la faute du patriarcat, alors. T'as trouvé ça sur Cosmos Cosmopolitan ou je sais pas quoi, là. Du patriarcat, mais après, on est tous éduqués pareil. Je veux dire, les mecs s'imaginent aussi que les meufs doivent ressembler à telle ou telle chose. Et puis toutes les publicités aussi de régime minceur qu'on te vend. Alors qu'au final, ça marche pas du tout. Enfin, tu mincis, mais tu reprends ton poids direct. Du coup, tu vas refaire un régime minceur, tu vois. Enfin, c'est un cercle vicieux après. Donc, avec quand même un gros truc commercial qui encourage des pratiques qui mènent à l'anorexie. Ouais. Ok. Et quelle relation, du coup, tu as aujourd'hui avec ton corps ? Au moins, l'avantage, c'est que je suis passée par toutes les étapes dans ma tête. J'ai fait beaucoup de travail sur moi-même et un gros travail d'acceptation. Ouais. Donc maintenant, mon corps, il est là, il me sert bien. Je suis contente, tu vois, ça va. Okay. Et puis comme j'ai vachement appris j'allais dire à bien manger, mais à manger en m'écoutant. Maintenant j'ai un corps qui me convient parfaitement. Il n'y a plus de problème avec. C'est pour ça que par exemple on parlait de la vidéo du JDG, j'y vais, je m'en fous. Et puis surtout je m'en fous aussi de ce que peuvent penser les gens. Parce que moi mes proches ils m'ont vu dans tous mes états, hein. Je veux dire, ils m'ont vu maigre, ils m'ont vu un peu trop grosse, maintenant ils ont tout vu, je m'en fous. Et puis surtout les réseaux ça nous influence quand même beaucoup et il y a plein de chaînes maintenant qui parlent de ça, quoi. Qui parlent de l'acceptation de soi. Genre la tienne, que tu dois continuer.
Que je dois continuer, ouais. Non, par exemple, je pense à My Better Self, tu vois. C'est le genre de chaîne qui te fait du bien. Qui te Je sais dit pas que... trop ce qu'elle fait. J'avais juste vu une dinguerie, elle avait fait un truc pour les Tampax, je sais plus quoi, qui a été reposté 1 milliard de fois sur Insta, c'est pas elle? Ouais, c'est vrai, oui, c'est elle, ouais. C'était passé. Ouais. Ça fait un peu bad buzz. Mais c'est toute la mouvance body positive, en fait. C'est une chaîne body positive et... Donc, qu'est-ce que tu penses de ce mouvement? Est-ce que tu trouves pas que parfois ça donne un prétexte aux gens pour, au lieu de faire des efforts, se dire bah non, je vais pas faire l'effort de maigrir, c'est aux autres de m'accepter comme je suis, et s'ils m'acceptent pas, c'est des grossophobes. Bah, au bout d'un moment, si toi tu te sens bien dans ton corps. En fait, pour moi, le mouvement body positive, c'est faut juste que pas forcément même aimer ton corps, mais l'accepter tel qu'il est et arrêter de culpabiliser, arrêter de vouloir changer pour les autres. Et même et je pense pas que ça encourage. Par exemple, il y a plein de gens qui disent que ça encourage l'obésité. Pour moi, c'est plus dire bon bah si t'as un souci de santé, par exemple de l'obésité qui est pas de ta faute et que tu peux perdre du poids, au moins te sentir bien dans ton corps dans le processus, tu vois. C'est pas la faute des gens, l'obésité? Bah c'est pas la faute de... Non, pas tous. Okay. C'est un trouble alimentaire aussi, hein. Souvent derrière l'obésité il y a une maladie mentale, il y a un besoin de combler quelque chose, de remplir un vide, parfois bon, t'as des maladies aussi qui font que tu prends du poids, c'est pas de ta faute, ou des médicaments, enfin voilà. Ouais. Et s'il y a un processus de perte de poids, au moins se sentir bien dans sa peau pendant ce processus. Ouais. Arrêter de dire que t'es une grosse merde tout le temps, en fait. C'est ça, être body positif. S'il y a un truc qui est bénéfique, je trouve, de ce mouvement, c'est qu'au moins ça a ouvert le dialogue, tu vois. Je pense que le fait que toi et moi on ait cette conversation, alors que c'est vrai que moi de base je suis plus enclin à être du type, bah genre, avant d'avoir cette conversation, je pense, même, bon, il y a quelques années, je pense que je t'aurais dit, bah mange en fait, c'est pas compliqué, tu vois. Genre, je pense que j'aurais fait partie de ces gens-là. Et maintenant, d'en avoir discuté avec toi, peut-être que maintenant je comprends mieux, tu vois, les choses par rapport à les choses que les gens vivent qui sont dans cette situation-là. Parce que pour moi, c'est aussi un réflexe de se protéger soi-même aussi, parce que c'est super, alors j'ai le mot en anglais, je vais essayer de trouver en français, mais c'est le empowerment. C'est super, tu vois, il n'y a pas de traduction, mais ça donne un côté super rassurant de se dire tout ce qui t'arrive dans la vie. Moi, j'ai toujours cette mentalité de se dire t'es responsable de tout ce qui t'arrive dans la vie, et donc du coup, dans ce cas-là, si t'es responsable, tu peux t'en sortir, si tu fais des efforts. Ouais. Il y a un côté, alors il y a des gens du coup auxquels ça va faire peur de se dire oh, putain, il faut qu'on m'aide, etc. Mais d'autres personnes, je pense, qui ont cette mentalité un petit peu de warrior, qui se disent ah ok, je suis responsable de ce qui m'arrive, bah putain, ça veut dire que maintenant si j'ai juste à faire quelques efforts, et bah, je peux changer ma situation, tu vois. Et moi, comme j'ai fait toujours partie de cette mentalité-là, c'était plus difficile d'avoir de l'empathie au niveau des gens qui se laissaient aller et qui se disaient ouais, ce qui m'arrive, c'est pas ma faute, tu vois. Et justement, à travers ce podcast et même cette discussion, le but aussi pour moi personnellement, c'était ok, là j'arrive déconstruit entre guillemets, si j'aime pas trop ce terme, et je vais essayer de comprendre comment pour d'autres personnes ça peut être un truc qui pour moi me semble facile, tu vois, peut être difficile, et comment les gens le vivent aussi différemment. Et c'est aussi pour ça, je pense que c'était bien d'avoir ce podcast sur cette chaîne, parce que je pense qu'il y a beaucoup de mecs, et même ça se trouve de nanas, qui écoutent ce podcast, qui doivent se dire bah nous, entre guillemets, dans la muscu, putain, vas-y, il faut y aller, tu vois, on est un peu ce tempérament guerrier soldat. Mais aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent à prendre du poids, qui sont pas anorexiques, mais il y a beaucoup de jeunes hommes, par exemple jeunes, qui font 50 kilos, 60 kilos. Ouais, c'est pas facile de prendre du poids. Tu galères de prendre du poids, quoi. Les mecs qui sont là, ils bouffent, ils prennent des shakers, ils boivent de l'huile d'olive, limite, tu vois. Et ils arrivent pas, quoi. Je me rappelle, j'avais un pote, je veux pas sortir son blaze et tout, mais on en discutait. Moi, j'étais plus à être bouboule. Tu vois, on a commencé à la muscu un petit peu en même temps. Moi, j'étais plus à être bouboule. Et lui, il était plus du genre à se forcer à manger pour prendre du poids. Et entre guillemets, je lui disais, mais c'est beaucoup plus facile de perdre du poids. Parce que perdre du poids, t'as juste à, entre guillemets, te forcer à moins manger. Mais te gaver et te dire, putain, faut encore que je me gave. Ouais, c'est super compliqué. Foie gras, quoi. C'est pire que se restreindre. C'est compliqué, ouais. Même si on ne devrait pas forcément faire des classements de qui est le pire, qui est le moins pire. Mais c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas assez d'empathie pour les gens qui ont du mal à prendre du poids. Tu vois, on va dire, c'est bon, arrête de te plaindre, toi, t'es déjà mince. Tu vois. Ouais, et puis t'as de la chance, tu peux manger ce que tu veux. Ouais, t'as de la marge. Ouais, mais c'est pas si simple. Ouais. Donc c'est pour ça que je tenais à faire cette conversation, d'autant plus avec toi, c'est super cool, quoi. Puis on a un petit coucher de soleil qui arrive là. Sur les toits parisiens. C'est pas mal. Ok. Ouais, non, mais je pourrais en parler pendant des heures encore, de toute façon. On est là pour ça. Mais quel conseil tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui traverse cette situation ?
Déjà, je pense que maintenant, j'allais dire d'aller voir son médecin, mais c'est pas forcément si facile parce que justement, j'avais une médecin généraliste en Champagne-Ardenne à Reims, d'où je viens. Sa fille a connu l'anorexie aussi et elle m'a demandé des conseils parce que sa fille trouvait pas d'endroit où se faire soigner. Elle voulait se faire soigner, mais il n'y avait pas de centre, l'hôpital n'avait pas de spécialiste, enfin, c'était très compliqué. Okay. Et du coup, on a beau vouloir parfois se faire soigner, comme c'est des maladies mentales qui sont un peu tabous, il n'y a pas forcément la possibilité. Donc, mon premier conseil déjà, c'est d'en parler autour de soi. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais d'avoir des gens qui nous soutiennent, c'est fou, quoi. Ça donne la motivation, la volonté, ça aide et puis on se sent moins seul. On se rend compte qu'il y a peut-être des gens autour de nous, on s'en doute pas, mais qui sont déjà passés par là, qui peuvent nous donner des conseils. Et puis si on peut trouver un endroit où se faire soigner, ne pas hésiter à y aller, quoi. Et se faire suivre par un psy. Ouais. D'accord. J'ai quelques petites questions de fin que je pose à tous mes invités à la fin. Est-ce que, déjà, sur le sujet de l'anorexie, il y a d'autres trucs qu'on n'a pas abordés que tu voudrais aborder ou peu importe quel sujet? Il y en a sûrement plein, mais il y a toujours ma chaîne, hein, j'ai beau ne plus poster. Non, tu vas recommencer. J'ai quand même abordé pas mal de sujets dedans. J'ai quand même fait le tour de pas mal de trucs. Et dans ma chaîne, je recommande d'autres chaînes qui sont, elles, encore actives. Donc, pour le coup, ça peut aider. D'accord. Sinon, non, je pense que on a fait le tour. Du coup, alors, j'ai quelques petites questions muscu, mais tu vas pas à la muscu, toi? Non. Tu fais plus d'abdos fessiers? Comment t'as appelé ça? Le GAF? Non. Le CAF. Le CAF. Cuisse abdos fessiers. C'était à la fac qui faisait ça. Hein. Ah bon? C'est fou, c'était au SWAPS. Putain, je tombe des nues. Okay. D'accord. Alors du coup, on va faire l'inverse. Est-ce que toi, tu as une question pour moi à me poser? Waouh. Fallait me le dire en avance que je prépare. On n'est pas obligé. Hein. Un esprit comme ça. Une question que j'aurais à te poser. Tiens, est-ce que toi, tu fais des 1000 plans en ce moment? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai jamais été... J'ai compté mes calories. Enfin, c'est un réflexe que... C'est un peu, comme tu disais tout à l'heure, c'est un réflexe que tu prends. Et donc après, tu sais un petit peu à l'œil combien tu prends pour la journée. Et un truc que je m'assure, c'est d'avoir assez de protéines. Moi, parce que sinon, tu t'entraînes dans le vide. Si tu redonnes pas des forces à ton corps pour qu'il puisse prendre du muscle. Et après, j'ai ma base de protéines. Et après, je file de gap un petit peu après entre les carbs et le fat un petit peu comme je peux en fonction de ce que j'ai envie. Si un jour j'ai envie de riz, si un jour j'ai envie de pâtes, mais c'est vrai que je suis jamais été très strict pendant de longues périodes sur l'alimentation. Je sais que il y a un mec qui disait ça, c'était le podcast de toi, ça va rien peut-être dire, Rudy Koya, le podcast Super Physique, mais pour ceux qui nous écoutent, je pense qu'ils vont connaître. Fabrice qui disait en gros, je me regarde dans la glace. Si je vois mes abdos, ça veut dire que je peux continuer un petit peu à manger, et dès que je commence à avoir les abdos un petit peu voilés, je restreins un petit peu mes glucides, et c'est comme ça que j'équilibre. Et c'est comme ça que moi je fais, et en général, je m'en sors plutôt pas mal comme ça. Et puis, c'est un truc, quand tu fais attention à ce que tu manges et que tu fais du sport, tu sais quand ton corps il est en bonne santé, et tu sais quand ton corps il est pas en bonne santé. Dans le sens où, je sais pas si toi t'as ça, mais tu sais quand t'es dans une bonne dynamique, et que tu dis, oh putain, là je mange bien, je m'entraîne, je suis dans une bonne dynamique, je suis dans un bon élan, mon corps il est en bonne santé. Et par exemple, après les fêtes, ou pendant les fêtes, je me suis un peu laissé aller. Je me suis entraîné, beaucoup bu et beaucoup mangé. Tu le sens direct. Et tu le sens. Tu sens que ton corps, il est t'es plus aussi vif sur les exercices et tout, t'as du mal et tout. Et donc peut-être c'est dans ces périodes-là où là je vais faire plus attention à ce que je mange. Ouais, t'ajoutes un peu de salade à côté de ton kebab, quoi. C'est ça parce que je mange du kebab alors que je mange jamais kebab. J'en arrive, mais ouais. C'est un peu ça, l'idée en vrai, c'est un peu ça. Ouais. Tu rajoutes un peu plus des légumes, peut-être t'arrêtes un petit peu le beurre de cacahuète ou les trucs un peu gras qui font un peu plaisir, et après ça s'équilibre tout seul. Mais j'ai quand même des grosses... alors, pas d'hyperphagie, du coup, maintenant je sais la différence, mais des grosses crises de Ben & Jerry's. Moi, c'est C'est tellement bon, la Ben & Jerry's. Putain, quel parfum? Oh, celle avec les peanut butter cups dedans. Ok, ouais. Elle est pas mal, peanut butter cup, elle est pas mal. Pas aussi bonne que Half Baked, mais... Pas mal aussi. Okay. Je pense que c'est un bon point pour finir le podcast. Est-ce que les gens ils peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux, du coup? Du coup, sur ma chaîne YouTube, c'est Clémentine Vie. T'as quoi? Ma chaîne YouTube. Ok. Promis, je vais la reprendre un jour. Putain, okay. je l'ai dit en plus. T'as plus le choix, là. Tout le monde te voit. Ouais, trois caméras, tout le monde te voit. Là. Non, sinon, sur Insta, c'est le même nom, mais j'ai un Insta privé juste pour les gens qui sont atteints de TCA, qui s'appelle Clem Recovery, tout attaché. C'est en anglais? De quoi? C'est en anglais ou c'est en français? C'est les deux, je crois. Au début, je publiais en anglais, maintenant, je publie en français. Ok.
Ouais, il y a les deux. Et je poste très rarement maintenant. Mais du coup, je l'ai commencé au début de ma guérison, donc on voit tout mon parcours. Ah, ok. On voit comment j'ai évolué. T'as des physique updates aussi Non, Ah, c'est que non. c'est des photos de bouffe. D'accord. Il y a une ok. vraie communauté sur Insta de De gens gens- qui sont atteints de TCA Ah ouais, et ça, qui c'est un bon s'encouragent point. mutuellement, qui mettent leur repas. Et puis du coup, comme tu mets ta photo, t'es aussi obligé de faire une belle assiette, tu vois, de bien manger, tout ça. Ça D'accord, t'es t'encourage devenu à... foodie. Ok. Ouais, un petit peu, ouais. Ok. Et il y a une grosse communauté là-dedans aussi. Donc ça peut être sympa d'aller voir, par exemple, les gens que je suis sur ce compte aussi. Ok. Ah, tu vois, les réseaux sociaux n'ont pas que du mauvais. Ah non, moi, ça m'a vachement aidé. Ça Hein. véhicule les images de la femme, mais Ça m'a vachement aidé. ça fait des communautés aussi. Ouais. Ok. Super. Bah, merci beaucoup, Clémentine. Merci à toi de Nice. m'avoir invité. C'est toi qui m'as invité chez toi. Oui, c'est vrai. Ouais, remercie-moi encore un petit peu. Ah, merci.